Salut, c'est John. Aujourd'hui, je vous présente un livre, Philosophie des sciences, théorie, expérience et méthodes. N'hésitez pas à regarder dans la description pour avoir de plus amples informations ou d'autres liens en rapport avec le sujet ou bien encore à vous abonner. Bien à vous. Les extraits de la théorie physique que nous vous présentons ici permettent de comprendre comment Pierre Duhem, 1861-1916, de philosophie de la physique méconnue est devenu une référence importante de l'épistémologie contemporaine. Il est à l'origine de la thèse dite de Duhem-Quine et donne une nouvelle formulation du rapport entre théorie et expérience. L'œuvre de Duhem est antérieure, historiquement et conceptuellement, au tournant du positivisme logique. Le retour à Duhem, accompli depuis les années 1950, d'abord chez Quine, puis de manière différente chez Kuhn, Lakatos et Feyerabend, a coïncidé avec une mise en question des dogmes de l'empirisme et notamment du vérificationnisme associé au cercle de Vienne et du pacificationnisme associé à Poppers, comme le note Lakatos dans sa méthodologie des programmes de recherche. Duhem a compris avant tout le monde que nous ne pouvons ni prouver les théories ni les réfuter. La critique de l'expérience cruciale est la thèse du holisme, l'idée de Duhem, reprise et généralisée par Quine, que notre connaissance affronte l'expérience non par élément individuel, mais comme un corps organisé. On conduit à voir dans les arguments de la théorie physique une arme contre toute délimitation du contenu empirique d'une hypothèse et d'une théorie scientifique et toute délimitation nette entre théorie et expérience. L'expérience et l'observation sont théorie-laden. Le donné toujours conceptualisé, cet usage et ce succès posthume de Duhem ont paradoxalement empêché qu'on apprécie la subtilité de ces conceptions. Or, l'originalité de Duhem dans le chapitre 3 et 4 de la seconde partie de la théorie physique présente ici se trouve dans son approche de la déduction mathématique et de la traduction de la théorie en expérience. 2. Dans sa conception du donné empirique, c'est dans cette perspective qu'il faut situer sa formulation du holisme et son traitement du rôle de l'expérience cruciale. Une expérience de physique, dit Duhem au chapitre 4, c'est tout autre chose que la simple constatation d'un fait. Les faits sont dépendants de la théorie, imprégnés de théorie. La frontière qui sépare observation et théorie est incertaine puisque la certitude des énoncés observationnels demeure subordonnée à la confiance qu'inspire tout un ensemble de théories. Tous les énoncés sont théoriques, même un énoncé aussi minimal que le courant passe. Exemple que donne Duhem, reprenons ici Poincaré. Cette critique de la notion d'observation, qui vise aussi la méthode expérimentale de Claude Bernard, fournit à Duhem l'occasion d'introduire son concept de traduction. Le développement mathématique d'une théorie physique ne peut se souder au fait observable que par une traduction. Pour introduire dans les calculs les circonstances d'une expérience, il faut faire une version qui remplace le langage de l'observation concrète par le langage des nombres. Pour rendre constatable le résultat que la théorie prédit à cette expérience, il faut qu'un thème transforme une valeur numérique en une indication formulée dans le langage de l'expérience. Il y a deux traductions opérées par le travail de la théorie, la version qui fait passer de l'observation à sa traduction mathématique, et le thème qui, à l'inverse, fait correspondre à ce nombre un fait concret et observable. Or, chacune de ces traductions mathématiques ou concrètes est soumise à indétermination. Il ne s'agit pas d'une indétermination théorique à la Quine dans la multiplicité des théories possibles d'un même donné, mais d'une indétermination due à la traduction du réel en mathématiques puis à la soumission du réel à la mathématique. Duhem note dans un passage célèbre, mais qui traditor, il n'y a jamais
adéquation complète entre les deux textes, qu'une version fait correspondent l'un à l'autre. Page 39. Il n'y a pas équivalence qu'une version fait correspondre l'une à l'autre. Il n'y a pas équivalence empirique des théories à la Feyerabend, mais différence sémantique entre fait observé et symbole. C'est cette différence qui est à la base des arguments mieux connus du chapitre 6, qu'une expérience ne puisse porter contre une hypothèse isolée, se déduit naturellement du fait qu'entre l'effet pratique et sa version théorique, il y a le travail de symbole opéré par la théorie qui elle-même, en retour, traduit la valeur numérique en indication empirique. C'est parce que toute théorisation et traduction mathématique des faits que, selon De M, une infinité de faits théoriques peuvent être pris pour traduction d'un même fait pratique. Pour comprendre le sens de cette thèse, on peut reporter à la première partie de la théorie physique souvent négligée. L'objet de la théorie physique, De M, y affirme que la théorie physique ne doit pas être une explication, mais un système de propositions mathématiques qui ont pour but de représenter aussi simplement, aussi complètement et aussi exactement que possible un ensemble de lois expérimentales. La théorie physique représente des propriétés physiques simples par des symboles. Nous leur faisons correspondre par des méthodes de mesure appropriées autant de symboles mathématiques de nombre de grandeur. Ces symboles mathématiques n'ont, avec les propriétés qu'elles représentent, aucune relation de nature. Ils ont simplement avec elles une relation de signes à choses signifiées de cette définition de la théorie physique comme représentation symbolique, signe mathématique. De même tire l'impossibilité d'une explication métaphysique par la théorie et donc d'une portée ontologique de la théorie physique qui n'est que traduction des faits. Les grandeurs sur lesquelles portent ces calculs ne prétendent point être des réalités physiques. Les principes qu'il invoque dans ses déductions ne se donnent point pour l'énoncé de relations véritables entre ces réalités. Les traductions des données physiques, lois expérimentales, en théorie aboutit à un système formel indépendant de points de départ empiriques. Conclusion de Schlick, quelque temps après dans sa théorie générale de la connaissance. Fin de la page 28. Passage suivant, page 57. À dire vrai, le physicien n'est pas le seul qui fasse appel aux théories dans le moment même qu'il expérimente ou qu'il relate le résultat de ses expériences. Le chimiste, le physiologiste, lorsqu'ils font usage des instruments de physique, du thermomètre, du manomètre, du calorimètre, du galvomètre, du saccharimètre, admettent implicitement l'exactitude des théories qui justifient l'emploi de ces appareils, des théories qui donnent au sens aux notions abstraites de température, de pression, de qualité, de chaleur, d'intensité, de courant, de lumière polarisée par laquelle on traduit les indications concrètes de ces instruments. Mais les théories dont ils font usage, comme les instruments qu'ils emploient, sont du domaine de la physique, en acceptant avec les instruments les théories sans lesquelles leur indication serait dénuée de sens. C'est aux physiciens que le chimiste et le physiologiste donnent leur confiance. C'est le physicien qu'ils supposent affaibli. Le physicien, au contraire, est obligé de se fier à ses propres idées théoriques ou à celles de ses semblables au point de vue logique. La différence est de peu d'importance pour le physiologiste, pour le chimiste comme pour le physicien. L'énoncé du résultat d'une expérience implique en général un acte de foi en tout un ensemble de théories. 2. Qu'une expérience de physique ne peut jamais condamner une hypothèse isolée, mais seulement tout un ensemble théorique. Le physicien qui exécute une expérience ou en rencontre reconnaît implicitement l'exactitude de tout un ensemble de théories. Admettons ce principe et voyons quelles conséquences on peut déduire lorsqu'on cherche à apprécier le rôle et la portée logique d'une expérience de physique. Pour éviter toute confusion, nous distinguerons deux sortes d'expériences, les expériences d'application, dont nous dirons un mot tout d'abord, et les expériences de preuve qui
doivent surtout nous occuper. Vous êtes en présence d'un problème de physique à résoudre pratiquement pour dire tel ou tel effet. Vous voulez faire usage des connaissances acquises par les physiciens. Vous voulez par exemple allumer une lampe électrique à incandescence. Les théories admises vous indiquent le moyen de résoudre le problème. Mais pour faire usage de ce moyen, vous devez vous procurer certains renseignements. Vous devez, je suppose, déterminer la force électromotrice de la batterie d'accumulateur dont vous disposez pour mesurer cette force électromotrice. Voilà une expérience d'application. Cette expérience n'a pas pour but de reconnaître si les théories admises sont ou ne sont pas exactes. Elles sont ou ne sont pas exactes. Elles se proposent simplement de tirer parti de ces théories. Pour l'effectuer, vous faites usage d'instruments que légitiment ces mêmes théories. Il n'y a rien là qui choque la logique, mais les expériences d'application ne sont pas les seules que les physiciens aient à faire. C'est par elles seules que la science peut aider la pratique. Ce n'est point par elles que la science se crée et se développe à côté des expériences d'application. Et là, les expériences d'épreuve, un physicien conteste telle loi et il révoque en doute tel point de théorie. Comment justifiera-t-il ces doutes? Comment démontrera-t-il l'inexactitude de la loi, de la proposition incriminée? Il fera sortir la prévision d'un fait d'expérience. Il réalisera les conditions dans lesquelles ce fait doit se produire. Si le fait énoncé ne se produit pas, les propositions qu'il avait prédites sont irrémédiablement condamnées. F. E. Neumann a supposé que dans un rayon de lumière polarisé, la vibration était parallèle au plan de polarisation. Beaucoup de physiciens ont révoqué cette proposition en doute, comme M. O. Weiner s'y est-il pris pour transformer ce doute en certitude. Pour condamner la proposition de Neumann, il a déduit que cette proposition de conséquence que voici, si l'on fait interférer un faisceau lumineux réfléchi à 45 degrés sur une lame verte, avec le faisceau incident polarisé perpendiculairement au plan d'incidence, il doit se produire des franges alternativement claires et obscures parallèles à la surface réfléchissante. Il a réalisé les conditions dans lesquelles ces franges devaient se produire et montrer que le phénomène prévu ne se manifestait pas. Il en a conclu que la proposition de F. E. Neumann était fausse, que dans un rayon polarisé, la vibration n'était pas parallèle au plan de polarisation. Un pareil mode de démonstration semble aussi convaincant, aussi irréfutable que la réduction à l'absurde usuelle aux géomètres. C'est du reste sur la réduction à l'absurde que cette démonstration est calquée. La contradiction expérimentale jouant dans le rôle que la contradiction logique joue dans l'autre. En réalité, il s'en fout bien que la valeur démonstrative de la méthode expérimentale soit aussi rigoureuse, aussi absolue. Les conditions dans lesquelles elle fonctionne sont beaucoup plus compliquées qu'il n'est supposé dans ce que nous venons de dire. La précision des résultats est beaucoup plus délicate et sujette à caution. Un physicien se propose de démontrer l'inexactitude d'une proposition pour déduire de cette proposition la prévision d'un phénomène pour instituer l'expérience qui doit montrer si ce phénomène se produit ou ne se produit pas, pour interpréter les résultats de cette expérience et constater que le phénomène prévu ne s'est pas produit. Il ne se borne pas à faire usage de la proposition en litige. Il emploie encore tout un ensemble de théories admises par lui sans conteste. La prévision du phénomène dont la non-production doit trancher le débat ne découle pas de la proposition litigieuse prise isolément, mais la proposition litigieuse jointe à tous ces ensembles de théories. Si le phénomène prévu ne se produit pas et n'est pas la proposition litigieuse seule qui est mise en défaut, c'est tout l'échafaudage théorique dont le physicien a fait usage. La seule chose que nous apprenne l'expérience, c'est que parmi toutes les propositions qui ont servi à prévoir ce phénomène et à constater qu'il ne se produisait pas, il a au moins une erreur, mais au juste cette erreur, c'est ce qu'elle ne nous dit pas. Le physicien déclare-t-il que cette erreur est précisément contenue dans la proposition qu'il voulait réfuter et non pas ailleurs?
c'est qu'il admet implicitement l'exactitude de toutes les autres propositions dont il a fait usage, tant vaut cette confiance, tant vaut sa conclusion. Prenons par exemple l'expérience imaginée de Zenker et réalisée par M.O. Weiner pour prévoir la formation de franges dans certaines circonstances, montrer que ces franges ne se produisaient pas. M.O. Weiner n'a pas fait usage seulement de la proposition célèbre de F.E. Neumann, de la proposition qui voulait réfuter, et n'a pas seulement admis que dans un rayon polarisé, les vibrations étaient parallèles au plan de polarisation. Il s'est servi en outre des propositions des lois, des hypothèses qui constituent une optique communément acceptée. Il a admis que la lumière constituait en vibration périodique simple, que cette vibration était normale au rayon lumineux, quand chaque point, la force vive moyenne du mouvement vibratoire mesurait l'intensité lumineuse, que l'attaque plus ou moins complète d'une pellicule photographique manquait les divers degrés de cette intensité. C'est en joignant ces diverses propositions et bien d'autres qu'il serait trop long d'énumérer à celle de Neumann qu'il a pu formuler une prévision et reconnaître que l'expérience démentait cette prévision. Si, selon M. Weiner, le démenti s'adresse à la seule proposition de Neumann, si seule elle doit porter la responsabilité de l'erreur que ce démenti a mise en évidence, et que M. Weiner regarde comme hors de doute les autres propositions par lui invoquées. Mais cette confiance ne s'impose pas et ne s'impose pas de nécessité logique. Rien n'empêche de regarder comme exacte la proposition de F.E. Neumann et de faire porter le poids de la contradiction expérimentale à quelques autres propositions de l'optique communément admise. On peut fort bien, comme l'a montré M.H. Poincaré, arracher l'hypothèse de Neumann aux prises de l'expérience de M. Weiner, mais la condition de lui abandonner en échange l'hypothèse qui prend la force vive moyenne du mouvement vibratoire pour mesurer l'intensité lumineuse, on peut, sans être contredit par l'expérience, laisser la vibration parallèle au plan de polarisation, pourvu qu'on mesure l'intensité lumineuse par l'énergie potentielle moyenne du milieu que déforme le mouvement vibratoire. Fin du premier paragraphe de la page 61.